Et on se retrouve dans Punchline pour parler de cet héritage de Johnny Hallyday, de cette famille qui se déchire après cette union sacrée. On est avec Maître Emmanuel Pierrat, bonsoir, avocat et écrivain, et avec Olivier Benkemoun, notre spécialiste culturel. On est aussi évidemment avec Julien Desvages. La famille de Johnny se déchire donc après ce testament rédigé évidemment aux États-Unis. C'est pour ça que c'est la loi américaine qui prévaut. On va en parler avec vous dans un instant. Il y a eu une réaction ce matin de sa fille Laura dans une lettre transmise par ses avocats à l'agence France Presse. On va écouter les mots qu'a choisi sa fille Laura. J'ai appris il y a quelques jours que tu aurais rédigé un testament nous déshéritant totalement, David et moi. Il y a encore quelques semaines, tu me disais à table, alors quand est-ce que vous faites un enfant? Mais que vais-je pouvoir lui transmettre de toi, toi que j'admire tant? Je t'entends, papa, et moi j'ai choisi de me battre. J'aurais préféré que tout cela reste en famille. Malheureusement, dans notre famille, c'est comme ça. Je suis si fière d'être ta fille. Je t'aime, papa. Voilà, et avant de vous passer la parole, Maître Pierrat, on va partir à Los Angeles où se trouve notre correspondant Ramzi Malouki. Bonsoir Ramzi. Une réaction évidemment après cette famille qui se déchire. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez anticipé ? Voilà, on va le rejoindre dans un instant. Alors c'est quelque chose que nous n'avions pas anticipé, mais hélas ici, aux États-Unis. Allez-y Ramzi. Allez-y, je croyais qu'on vous avait perdu, mais vous êtes bien là, allez-y. Pardon. Je suis bien là, d'accord. Donc, hélas, bon, nous n'anticipions pas cela, mais hélas, ici, surtout ici à Hollywood, c'est assez fréquent de voir ce genre de situation. Il est vrai que la justice française est beaucoup plus souple que la justice californienne. Il arrive souvent, et on l'a vu précédemment, que des veuves, surtout quand ce sont des veuves très jeunes, eh bien, se retrouvent face à une bataille judiciaire, face aux enfants du défunt. Mais en général, dans ce genre de situation, et on l'a vu, on va surtout contester la santé mentale, ce qui n'est pas le cas ici, dans le cas de Johnny Hallyday. Maintenant, je ne suis pas un expert, mais je pense que les avocats vont se pencher sur un dossier bien précis. Quelle était la résidence fiscale de Johnny Hallyday? Est-ce qu'il était résident permanent aux États-Unis? Est-ce que, comme on le raconte, il voyageait un peu partout justement pour éviter de payer trop d'impôts? Je sais par exemple qu'il avait un compromis de vente en Polynésie française. Il devait acheter une maison un mois avant sa disparition. Donc voilà, je pense que les experts vont se pencher là-dessus. Et encore une fois, la loi californienne, Ramzi, permet de déshériter ses enfants. On a le droit de choisir qui on veut pour céder son héritage, c'est bien cela? Absolument, oui, la loi californienne en fait est complètement différente de la loi française. Et justement, est-ce que la loi française intervient dans ce genre de situation, dans ce genre de bataille judiciaire? Parce que ce sera très certainement une bataille judiciaire. On avait aussi eu le président de Maurice Jarre, le compositeur français qui était parti vivre aux États-Unis pendant de longues années. Là, la justice avait tranché, pareil, en sa faveur. Il avait décidé de déshériter ses deux enfants français. Voilà, peut-être qu'on a perdu la liaison avec Ramzi Malouki. Maître Pierrat, vous allez nous éclairer sur ces points de droit qui sont très différents que l'on soit en France ou aux États-Unis. Le droit français peut s'appliquer dans ce cas-là ou pas du tout? Le droit français pourrait s'appliquer, mais le véritable choix, c'est celui de savoir quel est le testament qui a été rédigé par Johnny Hallyday. Est-ce qu'il a choisi de le rédiger en droit américain? Et est-ce que oui ou non il le pouvait? Tout dépend de sa résidence fiscale. Il est a priori résident, il était résident fiscal américain depuis 2013. Il avait donc le droit, il suffit d'y être plus de la moitié de l'année. Donc c'est 6 mois et 1 jour pour avoir la possibilité d'utiliser le droit d'un autre pays, de sa résidence fiscale. Il avait donc la possibilité, a priori, de rédiger en droit américain un testament. Et comme on vient de l'indiquer, effectivement, l'ensemble des lois des États-Unis permettent de déshériter ou même de désigner comme héritier son chien, un animal de compagnie ou que sais-je encore. Ce qui est radicalement différent de notre conception de l'héritage, de la succession et de la famille. Donc ils vont devoir se battre éventuellement, non pas en France, mais aux États-Unis, devant une juridiction à Los Angeles, pour éventuellement contester la validité en droit américain du testament. Pourtant, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que c'est le tribunal de grande instance de Nanterre qui a été saisi par Laura Smet. Et ce n'est pas la justice américaine, a priori. Oui. Donc il y a très peu de chances que ça aboutisse. Il y a deux possibilités. Soit ils saisissent les États-Unis, les juridictions américaines, et ils contestent la santé mentale, entre guillemets, éventuellement l'abus de faiblesse qu'aurait subi Johnny Hallyday au moment de la rédaction du testament. On ignore pour l'instant à quelle date précise il a été rédigé. Ou bien ils saisissent une juridiction française, et là la jurisprudence ne plaide pas en leur faveur.
faveur. Elle déboute systématiquement à partir du moment où la résidence fiscale est étrangère. Vous avez rappelé le précédent avec Maurice Jarre et Jean-Michel Jarre, son fils qui a tenté en vain de faire annuler le testament que Maurice Jarre avait rédigé au profit de sa dernière compagne. Au-delà de ça, Olivier Benkemoun, c'est tout un symbole, évidemment, qui était corné. Oui, et ce soir, c'est la première pierre d'une opération de communication dont l'objectif est de dire que Johnny Hallyday, un père ultra connu, a déshérité ses enfants. Comment l'opinion publique va prendre ça? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'elle va dire, ben non, c'est manipulé par Laetitia? Est-ce qu'il y a le camp des bons? Est-ce qu'il y a le camp de ceux qui sont les victimes? Est-ce que c'est ça, le tableau qui se cristallise ce soir devant nos yeux, avant la prochaine étape? Moi, je crois que oui. C'est cette plainte, en tout cas, parce que la plainte n'est pas encore déposée. C'est un recours, d'ailleurs. C'est un recours. C'est ça. Pour l'instant, la démarche, c'est ça. C'est de dire, attention, voilà, à l'opinion publique française, l'icône absolue et indiscutable qu'est Johnny Hallyday depuis 2 mois et incontestée, peut vaciller, et en tout cas, il y a peut-être des fêlures. Alors, ça dit aussi des choses sur la famille, c'est ça, surtout. Le clan qu'on a voulu et vu uni sur les images le jour des obsèques à la Madeleine, voilà, était corné. Ce soir, on sait exactement qui est avec qui est contre qui. Et puis, il y a les mots qui ont été prononcés par Laura et qu'on a revus tout à l'heure. Il y a des choses terribles. Toutes ces fois où on a dû se cacher pour se voir et s'appeler, ça dit des choses terribles sur les relations, sur la possibilité qu'avait Laura d'avoir accès à son père. Et puis, l'autre phrase qui est terrible, c'est « j'aurais préféré que tout ça reste en famille, mais je n'ai pas pu te dire au revoir, papa. Sais-tu, au moins, je n'ai pas pu te dire au revoir. » Ça veut dire que la porte a été fermée à Marne-la-Coquette à un moment où on pensait que la famille se retrouvait. Encore une fois, c'est une version. Et oui, c'est une version, je serai un peu plus prudent. Ça fait partie du jeu. Vous attaquez pour remettre en cause une succession, un testament. Vous n'avez pas intérêt publiquement, en termes de communication, à invoquer que l'argent. Et pourtant, il y a grandement une question d'argent. Donc vous essayez de jouer sur les sentiments en disant que vous avez été écarté de l'amour que vous auriez voulu porter à votre père et qu'il n'a pas pu vous porter, etc. Je serais beaucoup plus prudent sur ce communiqué que j'ai lu attentivement et qui a été préparé. Je pense que s'il est tombé aujourd'hui et pas vendredi, par exemple, le soir des Victoires de la musique où il y avait un hommage rendu à Johnny Hallyday, tout ça est une histoire de communication et d'avocat. Ouais, c'est pour ça que je dis que ce soir, l'image se cristallise à un point, sur un endroit. Il y a une photo qu'on a avec d'un côté celle qui a l'argent avec sa fille et de l'autre côté les victimes. L'image est sans doute faussée, mais c'est le tableau qu'on a ce soir. On va voir des images d'ailleurs. On va voir des images effectivement de cette cérémonie qui avait bouleversé la France entière, où il y avait effectivement ces 2 familles réunies, d'un côté David et Laura, de l'autre côté Jade, Joy et leur mère Laetitia. Ça a été vraiment une petite trêve au fond dans une grande bagarre qui va peut-être durer des mois, des années, Olivier. Qui va durer des années. Ce qui est sûr, c'est que ça va durer des années. Et pourquoi ça va durer des années? Est-ce que c'est simplement des histoires d'argent qui sont derrière? Est-ce que c'est simplement les millions de Johnny Hallyday? Ou c'est simplement des blessures, des fêlures qui sont beaucoup plus profondes que ça. Alors, on peut comprendre, si on peut prendre tous les arguments, on peut prendre tous les partis et être de tous les côtés. On peut comprendre la volonté de Laetitia qui a de protéger ses filles, les protéger pour l'avenir, les protéger pour le futur, face à des enfants qui, au fond, ont l'étiquette, ont l'image Hallyday. David s'appelle Hallyday, on sait ce que c'est une marque, il l'a pour la vie. Laura, c'est Laura Smet, mais on sait que c'est la fille de Johnny Hallyday. Elle est sans doute protégés par cette image à l'idée pour la vie. Les petites, c'est pas leur cas. Voilà. Donc la bataille, elle est aussi là. Elle est aussi sur l'avenir des enfants. Maître Pierrat, on n'a pas une connaissance exacte du patrimoine que lègue exactement Johnny Hallyday. On sait qu'il y a des maisons, 3 maisons, une en France à Marne-la-Coquette, une à Saint-Barthélemy, une à Los Angeles. Et puis il y a toute son œuvre. Un chalet en Suisse aussi, à qui normalement a déjà été vendu. Pas vendu, on ne sait pas exactement. Il y a le patrimoine artistique, il y a 51 albums, 1300 chansons, une centaine seulement dont il est l'auteur. Est-ce que ça, en termes financiers, effectivement, être auteur, pas auteur, ça impacte les revenus oui, bien sûr, annuels? il y a une grande différence entre les auteurs-compositeurs qui sont par ailleurs artistes-interprètes de leurs chansons et puis Johnny Hallyday qui n'a pas fait la majorité de ses succès à partir de chansons qu'il aurait écrites ou composées. C'est un artiste-interprète, ça veut dire qu'en termes de royalties, c'est beaucoup moins que d'autres cas de figure que d'autres artistes. Et puis il ne faut pas oublier que les revenus de Johnny Hallyday ces dernières années, c'est beaucoup de concerts. Les concerts, par définition, je ne veux pas être cynique, mais il n'y en aura plus. Donc il y a une source beaucoup moins importante que celle des propriétés immobilières
On peut débattre du prix de l'immobilier, mais je pense que c'est là qu'est véritablement l'enjeu de cette guerre judiciaire. On sait à peu Olivier. près aussi combien ont rapporté certaines tournées. La tournée des vieilles canailles, c'est à peu près 2,5 millions. La précédente tournée de Johnny Hallyday, c'est entre 8 et 9 millions. Et puis sur les ventes d'albums, Johnny Hallyday touchait à peu près 20% des albums vendus. C'est avec l'album qu'il a le plus vendu, 100%, qui a été écrit par David Hallyday, qui s'est vendu à 2 millions. Bon, il a touché 2 millions d'exemplaires, il a touché à peu près 4 millions d'euros là-dessus. Donc voilà les proportions. Donc ça représente quand même de l'argent, même les ventes, même s'il n'est pas auteur, même s'il ne touche pas parce qu'il n'a pas écrit les chansons, le fait d'interpréter a rapporté quand même de l'argent et beaucoup d'argent. Il y a cette procédure qui s'ouvre, Maître Pierrat, elle peut durer encore une fois des années. Il peut y avoir un procès, on peut aller jusqu'à un procès ou pas? Oui, bien sûr, on peut aller jusqu'à un procès. Je pense que le communiqué d'aujourd'hui est une tentative d'arriver à un rapprochement, à un accord, à un protocole transactionnel, ce qui arrive quand même assez fréquemment en matière de succession, qu'on choisisse pour apaiser et éviter les frais de justice et puis une image écornée et puis beaucoup de tensions de passer à un accord. Puis s'il n'y a pas d'accord possible, eh bien ça sera effectivement la justice qui sera saisie. Si c'est bien les juridictions françaises qui sont saisies, il y a de grandes chances que, comme dans les cas de figure précédents, notamment celui de Maurice Jarre, ça aille jusqu'à la Cour de cassation. Ça veut dire 6-7 ans de procédure à compter d'aujourd'hui. C'est très long. Julien, il y a eu pas mal de réactions évidemment sur Twitter depuis l'annonce de ce communiqué de Laura Smet et de cette lettre de Laura Smet à son père. Effectivement, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Sachez d'ailleurs que le hashtag Laura Smet a été le deuxième mot-clé le plus utilisé par les Twitter français aujourd'hui. Une affaire qui choque, voire qui attriste beaucoup de monde. Pour beaucoup d'internautes, on rappelle que David Hallyday et son père Johnny avaient co-signé un album en 1999, vous en parliez Olivier, un disque intitulé 100% et qui abordait justement les relations compliquées d'un père et d'un fils enfin complices. En tout cas, c'était le message que vous souhaitez faire passer à Johnny et David Hallyday. Cet album avait été un succès, 2 millions d'exemplaires vendus. Et puis d'une manière générale, comme bien souvent, les twittos préfèrent en rire. Plusieurs comptes font référence à une cultissime scène des Trois Frères, le film des Inconnus, pour imaginer la réaction de Laura Smet et Johnny Hallyday. Regardez plutôt lorsque les Inconnus apprennent qu'ils n'ont plus d'héritage et qu'ils s'en prennent alors à leur notaire. Voilà, donc ça c'est l'humour du web sur cette affaire Johnny Hallyday. Il y a aussi, Olivier Benkemoun, cette réalité, cette famille, avec d'un côté les deux enfants qui font bloc, David et Laura, de l'autre côté Laetitia qui protège ses deux filles, Jade et Joy. Et là, on a les deux clans qui s'affrontent de façon terrible. Oui, et puis, je crois que quand même les choses ont été compliquées pour David Hallyday, par exemple. Il y a le moment où ils font l'album 100%, c'est un moment de rapprochement, et la suite n'a été que des déceptions pour David Hallyday vis-à-vis de Johnny. Et ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que Johnny Hallyday s'est entouré de nouveaux musiciens, Yodelis, Maxime Nucci, Yarol Poupeau, etc. Et il a trouvé auprès de ces musiciens qui ont permis de faire du rock et autre chose, grâce aussi à son manager Seb Farhan, il a trouvé une nouvelle famille musicale, des nouveaux héritiers musicaux. Je pense que ça aussi, ça fait partie de la douleur qu'a dû encaisser David Hallyday. Quant à Laura, je ne suis pas dans les rapports quotidiens, dans les rapports quotidiens qu'elle a eus avec Johnny Hallyday, mais ce qu'elle écrit prouve que, même si c'est ce soir de la communication, vous le pensez, mais prouve que les choses étaient compliquées et que même s'il y avait une envie d'être proche l'un de l'autre, il y avait des freins, il y avait des digues. Et on attend une réaction de Laetitia Hallyday qui pourrait survenir par le biais de ses avocats. Un dernier mot, Maître Pierrat, on vient d'apprendre que Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, vient de porter plainte en diffamation contre le journal L'Hebdo, qui avait révélé la semaine dernière l'existence d'une plainte pour viol qui avait été classée sans suite en 2008. C'est surprenant, c'est rare que des hommes politiques en poste attaquent en diffamation les journaux, ou c'est courant? C'est relativement fréquent, et puis c'est cohérent. Ça veut dire aussi que la tentative de Nicolas Hulot jeudi matin de déminer, entre guillemets, de couper l'herbe sous le pied des journalistes de l'Hebdo n'a pas aussi bien fonctionné qu'il l'aurait souhaité. Puis il a raison, en termes judiciaires, parce que le contenu de l'article et la façon dont il est étoffé laisse à penser qu'une procédure en diffamation a de grandes chances d'aboutir. Il y a des critères qui sont pris, notamment sur l'enquête sérieuse et la prudence qui serait utilisée dans les termes. Une sur l'affaire Hulot, et puis sans avoir été vérifié nécessairement la teneur exacte des procès-verbaux de l'enquête qui avait été réalisée à Saint-Malo par la gendarmerie,
pose un problème sérieux qui sera débattu devant une chambre de la presse avec une défense qui va être très compliquée pour le journal. Et puis, hasard du calendrier judiciaire, on apprend à l'instant aussi que le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a été entendu à Paris dans l'enquête pour viol qui le concerne. Là encore, la procédure est classique. Il y avait une enquête préliminaire. C'est normal qu'ils soient entendus par les enquêteurs ? Oui, c'est normal qu'ils soient entendus. Puis je crois avoir compris aussi qu'il souhaitait également être entendu pour donner sa propre version et essayer d'être lavé des accusations qui sont à son encontre, sur lesquelles je n'ai pas d'avis sur la réalité ou pas la réalité. Voilà. Et l'enquête en cours peut déboucher ou non sur une mise en examen ou une classement sans suite. Ou alors un classement sans suite de l'enquête préliminaire au bout de quelques semaines et après avoir réentendu les plaignants, la plaignante ou éventuellement d'autres femmes qui l'accuseraient. Et, voilà. Et ensuite, soit un transfert effectivement devant un juge d'instruction, soit l'arrêt et la fin de l'enquête par la police. Merci beaucoup de ces précisions. Merci Olivier Benkemoun, maître Emmanuel Pierrat. Vous restez avec nous, Julien Desvages. On va parler des centres de rétention, de la loi Asile et Immigration, et puis des mathématiques. Est-ce que vous aimez cela? Non? Restez dans un instant, on va faire un petit test. À tout de suite. On se retrouve dans Punchline avec nos invités. On est ce soir avec Yael Braun-Pivet. Bonsoir. Présidente de La République En Marche de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, députée des Yvelines. On est avec Danielle Simonet, conseillère de Paris de la France Insoumise. Bonsoir. Avec Nicolas Bay, vice-président du Front National, député européen. Et Jean-Claude Dacier, éditorialiste politique. Je vous ai présenté après, messieurs. Bon, vous ne m'en voudrez pas. Évidemment, c'est la bienséance qui règne dans Punchline. Parmi le premier dossier qu'on va traiter, on va parler du dossier des migrants. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a estimé hier qu'il était obligé de faire le tri entre les migrants économiques et les réfugiés politiques, d'où sa circulaire qui autorise des agents de l'État à entrer dans des centres d'hébergement d'urgence. Alors pourquoi dit-il cela? Pourquoi ce tri? Car la France ne peut pas les accueillir de manière exponentielle. Une politique qui met en colère l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira. Écoutez, elle est sortie de son silence dans la midinale de la revue Regard présentée par Pierre Jacquemin. Je crois que ce sont des mots marketing. C'est juste insensé. L'asile est d'abord une tradition. Et le droit d'asile, c'est le droit d'asile, c'est-à-dire que c'est le rapport à l'autre, c'est la réponse que l'on construit dans une période de grande détresse, c'est donc fermeté, humanité, c'est juste insensé. Donc en dehors du marketing, cette juxtaposition de ces deux mots n'a pas de sens. Donc fermeté, humanité, c'est juste insensé. Madame Braun-Pivet, c'est du marketing, fermeté, humanité, ces deux mots comme ça qu'on a sortis du chapeau, que le président a sorti de son chapeau? Non, je ne crois pas. Il ne s'agit absolument pas de faire du marketing. Je vous rappelle que notre intention n'est absolument pas de modifier le droit. On agit à droit constant. Nous ne modifions pas le fondement du droit d'asile en France. Vous ne le durcissez pas ? On ne le durcit pas du tout. On est en train de préparer un texte et d'avoir une politique qui vise à donner plus d'efficacité aux dispositifs existants, à rendre notre politique plus juste, plus pragmatique, mais nous ne modifions pas les fondements du droit d'asile. Et je vous rappelle que c'est l'OFPRA qui octroie l'asile en France de manière totalement indépendante. Et il ne s'agit pas de revenir là-dessus. Nicolas Bay, fermeté, humanité, des mots marketing pour vous ou pas? Oui, je crois que derrière une volonté, des coups de menton et un peu de fermeté d'apparence, il n'y a pas de véritable volonté politique. Vous êtes d'accord avec Christiane Taubira? Tous les gouvernements successifs ont tous fait voter une loi contre l'immigration. Ça a été vrai avec Nicolas Sarkozy, ça a été vrai en début de mandature avec François Hollande et ça l'est aujourd'hui avec Emmanuel Macron et son gouvernement. Il faudrait peut-être commencer par faire un vrai référendum sur l'immigration pour demander aux Français ce qu'ils veulent, sur l'immigration clandestine, sur l'immigration légale, sur la question de l'asile. Aujourd'hui, un référendum? Non mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de fermeté absolue qui n'est évidemment pas la volonté du gouvernement. L'asile, c'est plus de 100 000 demandes par an. Il y a environ les 2/3 qui sont déboutés du droit d'asile. Ils ne sont pas expulsés. C'est un rapport de la Cour des comptes qui disait que seulement 4% d'entre eux sont expulsés. Donc dire qu'on va limiter l'immigration économique qui constitue l'essentiel des bataillons de demandeurs d'asile, c'est très bien, mais ça va rester un vœu pieux si on ne contrôle pas nos frontières, s'il y a toujours Schengen, libre circulation à l'intérieur et l'absence de volonté de protéger les frontières extérieures. Donc aujourd'hui, le gouvernement, finalement, il veut faire quoi? Il veut augmenter les délais de rétention. Mais ce qu'il faut, c'est réduire les délais d'expulsion, c'est-à-dire s'affranchir des exigences de la CEDH et en finir avec le droit d'asile qui a été... Non, mais le droit d'asile a été complètement dévoyé. Aujourd'hui, c'est une filière à part entière de l'immigration clandestine. Et vous le savez très bien. Et vous savez, par exemple, que c'est l'Albanie qui est le premier pays pourvoyeur de demandeurs d'asile. C'est pas un pays en guerre. Vous savez très bien que le deuxième pays, c'est Haïti. C'est pas non plus un pays en guerre. Ils fuient des situations
économiques qui sont certes sans doute difficiles, mais ça ne justifie pas qu'on les fasse tous venir chez nous alors qu'on a 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Non mais écoutez, en fait le gouvernement pense que pour lutter contre l'extrême droite, il faut en appliquer la politique. Voilà la terrible erreur. Alors, donc, ça vous fait bondir ou pas, Madame Braun-Pivet? La politique de M. Macron, quand ils disent humanité et fermeté, je n'ai jamais vu une expulsion qui soit humaine. Voilà, ça n'existe pas. On respecte le droit d'asile ou on le piétine. Et en ce moment, ce gouvernement est en train de le piétiner. Et son objectif, à travers les différentes circulaires, est justement d'encourager et d'augmenter le nombre de reconduites à la frontière. Ce qui est une aberration. Parce que vous savez, chaque reconduite à la frontière coûte 27 000 €. Ça n'empêche absolument pas les personnes qui ont risqué leur vie pour essayer de survivre, de revenir. Donc ce qu'il faut faire, c'est à la fois agir sur les causes, et assumer les conséquences en faisant en sorte que les conditions soient dignes, humaines. Il y a une urgence humanitaire et c'est une catastrophe que de vouloir faire le tri dans les centres d'hébergement. On est en train de remettre en cause le droit inconditionnel à l'hébergement d'urgence. Jean-Claude Dacier. Moi, je ne comprends pas les raisons qui font, en effet, que la France Insoumise ou les associations protestent contre cette circulaire. On essaie simplement, me semble-t-il, je ne l'ai pas lu dans le détail, mais on essaie simplement de savoir à qui on a affaire. Qui se retrouve dans ces centres d'hébergement, dans ces centres de détention, quels qu'ils soient? Est-ce que ce sont des demandeurs d'asile? Si oui, d'où viennent-ils? Comment s'appellent-ils? Quel âge ont-ils? Que veulent-ils? Qu'est-ce qui pèse sur leur vie et sur leur existence? Ou sont-ils des migrants économiques, auquel cas ils n'ont pas grand-chose à faire dans ce pays qui a déjà beaucoup de difficultés avec la situation économique. Je ne vois pas en quoi le fait de vouloir simplement connaître à qui on a affaire pour ne pas commettre d'ailleurs d'injustice peut choquer les migrants. Ce n'est pas les policiers qui vont aller dans ces centres sous votre contrôle. Alors, il y a une bombe pivet. Ce ne sont pas les policiers et ce ne sont pas des centres de détention. Je vous reprends. Centres d'hébergement. De centres d'hébergement d'urgence et ça n'a strictement rien à voir. Et il ressemble un peu, mais enfin bon. Non, je ne crois pas. Je suis vraiment pas d'accord avec vous sur ce point. Ce sont des centres d'hébergement humanitaire qui n'ont rien à voir avec des centres de rétention. C'est des centres où les gens sont mis à l'abri lorsqu'ils sont en difficulté et en très grande difficulté. Aujourd'hui, ils sont saturés par les migrants avec les SDF qui restent dans la rue. Ça n'est pas exact. Ce sont des centres qui sont hébergés. Laissez-la parler. Et les sans-abri et les personnes en grande fragilité, quelle qu'elle soit, et c'est l'hébergement inconditionnel. Maintenant, il est important de faire le point sur leur situation administrative, quelle qu'elle soit, pour les orienter vers de bonnes procédures. Parce qu'il y a des personnes qui ont le statut de réfugié et qui sont toujours dans ces centres d'hébergement d'urgence alors qu'elles devraient être dans des dispositifs d'intégration pérennes. Il y a des personnes dans ces centres qui n'ont pas fait leur demande d'asile alors qu'elles souhaiteraient la faire. Donc il faut bien les orienter à nouveau. Donc vouloir faire le point des situations administratives de chaque personne qui est aujourd'hui dans une grande difficulté morale et physique me semble être une très bonne chose et il est indispensable de le faire parce qu'autrement notre système ne marchera pas. C'est pour ça que vous avez envoyé des députés de la commission des lois sur le terrain dans ces centres de rétention, dans ces centres d'hébergement d'urgence pour qu'ils comprennent la réalité. C'est pas la même chose. Là, on va débattre. Super, au moins il y a une unanimité. Non, mais soyons très clairs. Là, on vient de parler des centres d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, nous n'étions pas du tout dans les centres d'hébergement d'urgence. Nous étions soit dans des zones d'attente, soit dans des zones des centres de rétention administrative. Donc c'est très différent. Donc là, pour constater quelle réalité? Alors, pour déjà voir le terrain, la réalité du terrain, parce qu'on parle beaucoup, on décrit des choses, et il faut se rendre sur place et constater. Il faut aussi savoir que le terrain est très différent selon les endroits. Aujourd'hui, moi, j'avais un député républicain qui était à Mayotte, un autre du MoDem qui était à Rennes. Je vous laisse imaginer que la situation des centres de rétention à Mayotte et à Rennes n'est vraiment pas la même parce que les situations auxquelles ils doivent faire face ne sont pas les mêmes. Donc l'idée, c'est d'aller sur place pour voir ce qui s'y passe et pour pouvoir échanger avec les acteurs qui sont quotidiennement. Parce que le projet de loi asile immigration, c'est la semaine prochaine. Vous n'allez pas me dire que vous allez le faire changer. C'est au printemps, le projet, c'est quand? Je vous rappelle également que nous sommes parlementaires, que le Parlement vote les lois, qu'il les discute et donc qu'il les amende. Donc le projet de loi, pour le moment, nous ne le connaissons pas dans sa précision puisque le Conseil d'État n'a pas encore rendu sa décision, donc il n'a pas encore été présenté en Conseil des ministres. Et après, le travail parlementaire d'examen du texte, article par article, va commencer. Il va y avoir une discussion et bien évidemment, ce texte sera amendé comme tout texte qui passe
par l'Assemblée. Nicolas Bay, vice-président du Front Moi, National. j'ai été visiter il y a quelques semaines un centre de rétention administrative à Strasbourg. Et les autorités policières qui gèrent ce centre, la police aux frontières, m'expliquaient qu'ils ont parfois des personnes qui viennent là et qui sont expulsées une première fois. Et 2 ou 3 ans après, ils les revoient, ils sont à nouveau mis en rétention, à nouveau expulsés. Vous avez raison, Madame Simonet, ça coûte très cher aux contribuables. Ça coûte des dizaines de milliers d'euros d'organiser une expulsion. 28 000 euros l'expulsion. Or, ça pose évidemment le problème de fond, c'est que si on veut être efficace, il faut avoir la volonté politique, elle manque aujourd'hui singulièrement, mais il faut aussi protéger les frontières, sinon ça ne sert à rien et ça continuera de coûter très cher aux contribuables. Et puis il faut être clair. Aujourd'hui, ceux qui demandent l'asile, pour l'immense majorité d'entre eux, ne sont pas du tout éligibles au droit d'asile au sens strict. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas persécutés dans leur pays à raison de leur opinion philosophique, ou politique ou religieuse. L'immense majorité fuit des situations économiques difficiles, fuit pour un certain nombre d'entre eux la guerre. Mais ça ne peut pas non plus être un critère en tant que tel. Il y a 270 millions de personnes qui habitent dans des pays en guerre sur la planète. On ne va pas tous les accueillir. Donc, à un moment donné, il faut... Donc l'enjeu, c'est d'agir sur les causes, monsieur Nicolas. Oui, mais justement, il faut faire des corridors exemple... humanitaires dans les pays, à périphérie des pays en guerre. Il faut demander aussi à des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui ne prennent aucun migrant, alors qu'ils sont voisins, ils sont de même culture. On leur fait des cadeaux fiscaux extraordinaires à ces pays-là, mais par contre, ils font aucun effort pour accueillir l'immigration. Et pourquoi ils viennent en France? Et pourquoi ils viennent dans les pays d'Europe? Eh bien, parce qu'on leur dit qu'ils vont pouvoir venir. On leur fait croire qu'il y a un Eldorado qui n'existe plus. Et c'est ceux qui sont responsables des morts en Méditerranée. C'est ceux qui les incitent à venir, comme Mme Merkel, qui voyait là un moyen de faire entrer de la main-d'œuvre à bas coût. Moi, j'attends avec... Pardon, je vous en prie. Non, je voulais simplement dire que j'attends avec impatience le projet de loi qui va venir au printemps, dites-vous, pour asile et immigration. C'est là où on va savoir ce que le président de la République a dans la tête. J'ai lu quelque part qu'il avait une pensée précise, exacte de ce qu'il voulait faire. J'avoue que je ne l'ai pas totalement perçu ou aperçu dans la grande interview qu'il a donnée au JDD ce week-end. Mais bon, attendons. Asile et immigration, c'est quelque chose qui, à mon avis, est au cœur d'un mécontentement français qui me paraît assez évident. Qu'est-ce qu'on fait des migrants économiques? Est-ce qu'on est capable de les reconduire à la frontière? En effet, ce n'est pas un problème facile. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui dépendent et qui sont bénéficiaires potentiels du droit d'asile? Ce pays, je pense, est dans une vraie difficulté. Il considère qu'il y a déjà beaucoup de citoyens qui sont musulmans dans ce pays. Il se dit, mais bien sûr, il se dit qu'en ajouter, comme Mme Merkel l'a fait en Allemagne, un certain nombre de centaines de milliers, je pense qu'on va vers de problèmes lourds. Et j'attends avec intérêt ce que va décider le président de la République sur ce point. 3 choses rapides. Première chose, sur la loi immigration-asile du gouvernement, on sait pertinemment, d'ores et déjà, les annonces qui sont faites, c'est de réduire les délais qui permettent à un demandeur d'asile de pouvoir faire recours, c'est d'augmenter la durée en rétention. Donc on voit bien que c'est une volonté de créer les conditions de ne pas avoir à respecter le droit d'asile. Voilà pourquoi c'est inacceptable. Deuxième chose, par rapport aux questions d'immigration, agissons enfin sur les causes. Parce que pendant ce temps, vous pérorez, mais l'Union européenne, la France continuent de mener des politiques de libre-échange qui vont continuer à piller l'Afrique et à aggraver en exigeant des réformes structurelles qui aggravent les conditions de vie là-bas. Donc arrêtons de penser aux intérêts des multinationales et en attendant, assumons les conséquences. Il y a aujourd'hui, depuis ce matin, une grève d'une centaine de travailleurs sans papier parce que justement, ils se font surexploiter par des employeurs qui profitent de leur situation de sans-papier pour les surexploiter. En l'occurrence, la régularisation des sans-papiers et le fait que l'employeur assume son obligation, eh bien, crée les conditions, justement, qu'ils payent leurs cotisations sociales, de créer l'égalité des droits sur notre République, même sol, même droit. Et tous les salariés ont à y gagner, qu'il n'y ait justement pas ce dumping social, cette délocalisation sur place qui se fasse. Danielle Simonet, votre réponse. Je voulais juste indiquer que ce projet de loi Asile, Immigration et Intégration n'est qu'un élément de la politique globale du gouvernement et qui notamment vise également à augmenter l'aide au développement, à travailler la coopération avec les pays, notamment les pays africains, et à créer les relations... C'est l'inverse. Monsieur Macron est un ultra-libéral. Il va en Afrique, il distribue de l'argent, des sommes importantes. On devrait conditionner
la coopération et les aides financières à ces pays-là, à la maîtrise des flux migratoires, et également d'ailleurs au fait que les détenus dans les prisons françaises qui sont étrangers purgent leur peine dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, si vous permettez, on a une surpopulation carcérale. On a une surpopulation carcérale qui est essentiellement liée aujourd'hui à la surreprésentation des étrangers. Moi, j'étais dans la prison de Fresnes vendredi. Là-bas, il y a 38% d'étrangers. 38% d'étrangers avec... Vous mélangez tout. Mais non, pas du tout. Si on fait des accords bilatéraux, eh bien, à ce moment-là, ils purgent leur peine dans le pays d'origine et on désengorge singulièrement nos prisons. Ça, c'est une réalité. En réalité, madame et ça n'a rien effet sur les dissuaderait de commettre des actes de délinquance ou de criminalité, parce que aller purger sa peine en Tunisie ou au Maroc, c'est à mon avis un peu moins confortable qu'avec la télé et la console de jeu dans les prisons françaises. C'est caricatural, c'est ridicule. En réalité, vous, vos amis et beaucoup d'associations, en fait, ce que vous souhaitez, mais vous n'osez pas le dire, c'est qu'on ne reconduise personne à la frontière. Dites-le. C'est une position qui peut être légitime. Mais reconnaissez que l'état actuel de l'opinion est plus sensible que vous au problème de l'immigration. Je suis pour l'égalité de droits sur notre territoire. J'en ai ras-le-bol de vous êtes opposé à la notion même de citoyenneté. Je pense que cette hypocrisie de la logique répressive de faire croire aux gens que de mettre des barbelés sur les frontières de la France permettra de résoudre le problème est une hypocrisie d'extrême droite qui ne fonctionnera pas, qui n'a jamais fonctionné, à part de vouloir être dans un pays... J'aimerais entendre la réponse de Mme Braun-Pivet sur les prisons et sur ce qu'a dit Nicolas caricatural. Ne remettons pas en cause le droit d'asile et l'égalité des droits. Mais vous m'avez pas répondu. Vous souhaitez que tout le monde reste. C'est ça. Et vous ne voulez pas le dire. En réalité, vous remettez en cause la notion même de citoyenneté, puisque vous nous expliquez qu'on ne doit pas avoir des droits différents selon quand on habite sur le même sol. Donc vous remettez en cause le principe même de citoyenneté. Je suis contre le dumping social qu'organise le patronat sur la délocalisation sur place. Alors, il y a trois grandes, j'allais dire grandes gueules, mais j'aimerais entendre Mme Braun-Pivet parce que sur les prisons notamment, vous avez une expertise, vous avez fait des propositions là-dessus. Quand Nicolas Bay dit effectivement, on mélange tout en prison, qu'est-ce que vous répondez? Non, je crois qu'il mélange tout et que régler le problème de la surpopulation carcérale en ayant des solutions un petit peu radicales et simplistes qui seraient on expulse tous les étrangers pour qu'ils aillent purger leur peine à l'étranger est complètement absurde, inapplicable. Alors c'est quoi votre politique pénale? Parce qu'on est très impatient de la connaître. Présidente de la Commission des lois. Oui. Alors non, mais comme vous le savez, la Commission des lois s'est saisie de la question de la détention depuis le mois de novembre 2017, donc bien avant les incidents. De la même façon que nous venons de nous rendre dans les CRA, nous nous sommes rendus dans les centres de détention et nous pensons que la politique en matière de surpopulation carcérale doit être multiple. Il n'y a pas de solution miracle. S'il y en avait une, on l'aurait trouvée depuis longtemps. Et donc il va falloir travailler sur les peines alternatives, sur... Le bracelet électronique aussi, ça a bien marché ça. Sur les peines alternatives. Il va falloir. On a des islamistes qui égorgent des prêtres dans l'église avec le bracelet électronique, c'est super, c'est très efficace. Il va falloir construire des prisons, mais des prisons différenciées avec des niveaux de sécurité différenciés selon la dangerosité des détenus et selon la longueur des peines. Il va falloir peut-être essayer de limiter un petit peu la détention provisoire à laquelle on recourt de façon beaucoup trop massive en France. Il faut étudier toutes les pistes pour réduire cette surpopulation et je ne crois pas aux solutions. Madame la Présidente, il n'y a rien de bien nouveau. La situation dans les prisons françaises, elle est connue. Il y a 15 rapports qui se sont accumulés qui dénoncent en effet les conditions dans lesquelles les détenus... Vous avez raison, c'est la raison pour laquelle que vous alliez sur place, je trouve ça très bien. Mieux vaut tard que jamais. On attend quand même que ce gouvernement accouche d'une vraie politique pénale, qu'on sache où on va, simplement. Je vous indique que la Commission des lois a lancé 4 groupes de travail qui sont composés et pilotés par moi-même et par 3 de mes vice-présidents. Nous avons un consensus politique pour travailler sur cette question, puisque mes vice-présidents sont Républicains, Modem et République En Marche, et que nous n'avons pas l'intention de créer le énième rapport, mais de faire des recommandations très concrètes dans les semaines qui viennent. On va passer au président Emmanuel Macron qui, hier, dans le journal du dimanche, a posé les jalons d'une réforme de l'islam de France. Quelques pistes, rien de très clair, mais il souhaite une meilleure transparence du financement du culte musulman, l'intervention de l'État, pourquoi pas dans la formation des imams. Une taxe sur le halal est également évoquée, une réforme de la loi de 1905 sur la laïcité. Certains évoquent même un nouveau concordat. Pour l'instant, rien n'est précisé du côté
côté de l'Élysée. On va entendre vos positions, mais avant cela, on va écouter Marine Le Pen, qui était hier mon invitée sur CNews, suivie de la réaction de Nadine Morano. La réalité aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est que l'islam radical a gagné la guerre dans notre pays. C'est lui qui est le plus puissant, c'est lui qui est le plus développé, c'est lui qui fait du prosélytisme partout, c'est lui qui a une influence. Ce qu'il faut, c'est arriver à mettre à terre cet islam radical, cet islam politique que nous subissons en France et d'ailleurs dans les pays de l'Union européenne, cette islamisation, on va dire, conquérante de ceux qui veulent ramener chez nous un mode de vie moyenâgeux et dont nous ne voulons pas. Jean-Claude Dacier, on a exactement le même discours de la part de Marine Le Pen et de Nadine Morano. Ça vous surprend ? Non, mais je pense que, là encore, on attend une grande politique pénale, la mise en place, en tout cas d'une politique pénale. On attend aussi que le président de la République, qui, dit-on, a une pensée très claire de ce qu'il convient de faire avec l'islam de France, on attend de voir comment il va s'y prendre. C'est un problème, c'est vrai, extraordinairement complexe. Il a raison de prendre son temps, de consulter, de réfléchir. Le problème est complexe et qu'il a raison de prendre son temps. En gros, la question, c'est quoi ? Est-ce que l'islam de France est compatible avec les lois de la République ? C'est compliqué, pourquoi ? Pour des tas de raisons, mais entre autres, il n'y a pas de hiérarchie dans l'islam. Vous n'avez pas de pape, vous n'avez pas d'évêque, vous ne savez pas avec qui discuter. Est-ce qu'il faut un grand imam de France ? Bon, vous avez des imams, vous ne savez pas d'où ils arrivent, qui les financent, et vous n'êtes même pas sûr qu'ils parlent un français convenable, et vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce qu'ils disent à leurs ouailles. Donc vous avez une situation qui est extraordinairement complexe, où on réussit. Comme par exemple un homme comme Pierre Manant l'écrit, à essayer de définir quelques accommodements simples qui permettront de faire un bout de chemin ensemble, ou sinon, et c'est ce que moi personnellement je redoute, si on n'y arrive pas, on se dirigera obligatoirement vers quelque chose qui ressemblera à la situation anglo-saxonne, c'est-à-dire une situation communautariste. Une situation en gros communautaire, chacun chez soi, Nicolas avec des incidents aux frontières, mais chacun pratiquera sa religion comme il a envie de la pratiquer, et c'est ridicule de dire la religion c'est privé, c'est dans la famille, et c'est pas public, c'est complètement idiot. Bien évidemment que la religion c'est public, bien sûr. Mais Madame Simonet, la République, mais Madame Simonet, la religion, évidemment qu'elle interfère dans la vie publique, votre vote, votre discours, votre manifestation contre tel ou tel, bien évidemment que c'est totalement et intimement lié à la vie sociale. Je vous réponds, je suis profondément attaché à la loi 1905. Mais tout le monde l'est, bien sûr. Est-ce qu'on va être capable de la refaire Est-ce qu'on va être capable de la refaire avec l'islam? La dernière fois qu'on a eu un président de la République qui a voulu organiser l'islam de France, on s'en souvient, c'était Nicolas Sarkozy. Ça a abouti à installer l'UOIF à la tête du Conseil français du culte musulman, c'est-à-dire mettre les islamistes aux commandes. Quand on entend aujourd'hui le gouvernement qui veut modifier la loi de 1905, c'est très inquiétant. Pourquoi? Parce que la loi de 1905, elle pose la laïcité comme fondement de la République et elle instaure la neutralité philosophique et religieuse des institutions. Voilà. Ça n'est pas à l'État d'organiser l'islam de France, c'est à l'État de fixer les règles. Et les règles, c'est quoi? C'est par exemple l'égalité homme-femme. C'est par exemple la reconnaissance de la possibilité de l'apostasie, c'est-à-dire de renoncer à une croyance religieuse. C'est aussi évidemment la reconnaissance de la supériorité des lois de la République et notre valeur républicaine sur un certain nombre de lois ou d'interdits religieux. Et finalement, c'est à l'État de poser ces règles-là et cette frontière-là, pas à organiser les islams. Bien parce sûr. Que, en effet, il y a un vrai problème. Il n'y a pas un islam en France, il y a différentes formes d'islam qui existent, qui sont parfois antagonistes, parfois concurrents. Et quand on voit que le gouvernement n'a même pas réouvert aujourd'hui, après l'état d'urgence, toutes les mosquées radicales, les quelques-unes, les 17 qui avaient été fermées, il faut que vous vous exprimiez, sa volonté de combattre l'islamisme doit être assez limitée. Il faut que vous interveniez. D'ailleurs, qu'est-ce qui préside à la réflexion du président Macron? C'est justement de préserver l'esprit de laïcité et de cohésion nationale? En fait, vous noterez que je n'interviens pas beaucoup parce que moi, je ne coupe pas la parole et je n'invective pas. Donc, j'attends effectivement d'avoir la possibilité de m'exprimer. Allez-y, vous l'avez. Concernant les mosquées qui, effectivement, certaines d'entre elles avaient été fermées pendant l'état d'urgence, certaines d'entre elles sont toujours fermées actuellement avec la nouvelle loi que nous avons votée au Parlement. En ce moment, il y a 3 mosquées qui ont été fermées avec des arrêtés préfectoraux. Donc, nous continuons à mettre en œuvre tout ce qu'il est dans notre devoir de faire pour assurer la sécurité des Français lorsqu'il y a des lieux de culte qui sont problématiques, mais il y en a effectivement très peu. Dans votre circonscription, à Sartrouville, tout à fait, la mosquée tenue par les salafistes depuis des années a été fermée dans le cadre de l'état d'urgence. Aujourd'hui, elle a réouvert avec les mêmes fidèles, au même endroit, la même direction, et évidemment, ce sera à nouveau un nid. Voilà, donc vous confondez, ça n'est pas la mosquée qui a été fermée à Sartrouville, c'est la salle de prière. Oui, la mosquée est ouverte. Non, parce qu'il y a une mosquée et une salle de prière à Sartrouville.
Cité des Mais ça Indes, n'est pas la même c'est chose. tenu par les salafistes. Voilà. Donc la mosquée est ouverte à Sartrouville et les musulmans de Sartrouville peuvent exercer leur culte. Vous parlez pas de celle-là. Et le lieu de culte. Vous parlez de celle de la Cité des Indes. Donc il y avait une salle de prière. C'est dans votre Je vois circonscription. très bien, c'est dans ma circonscription qui a été fermée. Elle a été réouverte. Non, elle est actuellement fermée. C'est inexact. Il y a eu une procédure contradictoire et elle a été fermée. Non, elle était fermée dans un premier temps. Alors, Réouverte, on ne mettra pas d'accord. réouverte avec la fin de l'état d'urgence, dans les mêmes conditions qu'avant. Et je rappelle qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été formés là, qui sont partis se battre en Syrie ou en Irak. Ça n'est pas exact. Alors, Daniel Simonet, un dernier mot là-dessus. Non, Macron, une fois de plus, nous montre qu'il n'est pas laïque, qu'il n'est pas attaché à la laïcité, il n'est pas un républicain. Il a accepté d'ailleurs d'être chanoine de Latran. Et finalement, il prolonge l'orientation de monsieur Nicolas Sarkozy. Laïcisme agressif contre. D'ailleurs, monsieur Macron prétend qu'il y a une radicalité de la laïcité. Enfin, je veux dire, ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Cela ne veut strictement rien dire. Écoutez, pas plus que la République n'a à former les curés, la République n'a pas à former les imams. Moi, je suis très attachée à cette phrase. Faire attention à ce qu'il dit, c'est bien loin quand même. Chez elle, l'État chez lui. Et par contre, la République a à faire respecter les lois de la République. Et d'ailleurs, nous avons déjà l'arsenal législatif pour faire fermer les mosquées lorsque les imams ont des prêches salafistes totalement contraires aux principes de la République. Et donc, je pense qu'il faut absolument bien prendre conscience qu'en aucun cas, il n'y a un service public de la religion à mettre en place. Un Français sur deux ne croit dans aucune religion et aimerait bien qu'on leur... Non. Un mot des mathématiques. Par contre, un mot des mathématiques. Juste une dernière fois. Il n'y a pas que les salafistes, il y a aussi les frères musulmans. La lutte contre justement... énormément de mosquées aujourd'hui en France. La lutte contre l'islamisme politique ne se mène pas par ce biais-là. Pour un musulman pieux, ils ne sont pas tous pieux, comme les catholiques. Il leur arrive de prendre distance avec leur enseignement de la jeunesse. Pour un musulman pieux, qu'on le veuille ou non, la loi de l'islam est supérieure aux lois de la République. Bon, que vous l'a le déjà vouliez dit, ou non. Jean-Claude. Mais je veux dire, c'est la difficulté. Et quand vous n'avez pas d'interlocuteur en face, il faut avoir... Bon, vous n'aimez vraiment pas les mathématiques alors, parce que vous voulez vraiment pas qu'on en parle. On a fait la loi de 1905. Est-ce qu'on va essayer? Est-ce qu'on va réussir à faire la même chose? Cédric Villani a proposé 21 mesures pour améliorer le niveau catastrophique, dit-il, des élèves en maths dans notre pays. Il a raison, il n'a pas raison. Est-ce que vous avez été bons en maths tous quand vous étiez à l'école? Alors moi, je voulais juste dire que Cédric Villani est membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale et que c'est l'exemple type du renouvellement de la République en marche où il y a une diversité des profils qui fait notre richesse. Donc j'ai un mathématicien qui apprend à faire la loi à l'Assemblée, qui le fait formidablement bien et je trouve que ses propositions dans son rapport sont particulièrement intéressantes et sont à son image. D'accord. Et sur les maths, Jean-Claude, il faut faire mieux. Sur les maths, moi j'ai vu dans les gazettes que nous avions 12 ou 13 médailles Fields, qui sont les Nobel des mathématiques. Oui, ça c'est l'élite. Et qu'on est, en revanche, dans les classements PISA et autres, on est 27, 28, 29, 30e. Il y a peut-être un problème côté de l'éducation nationale. J'espère qu'on pourra améliorer la situation dans les mois qui On a des viennent, règles de 3 pour vous, mais on va vous en faire grâce parce qu'on n'a plus le temps. Je veux dire, on avait des petits problèmes de maths. Je n'étais pas un champion en maths, j'ai fait un bac littéraire, mais moi je comprends que celui qui a été médaille Fields de mathématiques souhaite défendre un peu sa paroisse, mais aujourd'hui il y a une urgence absolue, c'est que l'école assure à nouveau la transmission des savoirs fondamentaux, et ce n'est pas le cas. Aujourd'hui il y a énormément d'élèves qui arrivent en 6e en sachant pas lire et écrire et pas compter, donc c'est très bien qu'on veuille développer l'enseignement des mathématiques et éventuellement en modifier l'enseignement pour le rendre plus accessible, mais il faut commencer par l'essentiel, parce que l'essentiel aujourd'hui n'est plus assuré dans l'école de la République. Voilà. Vous savez, pendant qu'on a toutes ces communications sur ces annonces, vous avez des classes de CP à 12, on communique énormément là-dessus, mais comme il n'y a pas la création d'un seul poste d'enseignant, il y a d'autres classes qui ferment et des sureffectifs, c'est une catastrophe. Ok, merci à tous les 5 d'avoir participé à Punchline. Une dernière minute, Laetitia, l'épouse, la veuve de Johnny Hallyday, a réagi après la polémique avec David et Laura Smet. Elle exprime son écœurement de l'irruption médiatique autour de la succession de son époux. On en reparlera dans le 21h de Julien Desvages et ce soir dans CNews. Évidemment, il y aura aussi du foot avec Pascal Praud et ses invités J-2 avant un Real PSG. Bonne soirée sur CNews.